Talk about needing recognition, Dre. There it is! That's how you get recognized with the perfect right hand! So Ali Walsh gets our evening going. And he scores on... Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On va revenir sur les meilleurs moments de 2022. Alors, depuis quelques semaines, je vous fais des sondages dans l'espace communauté sur YouTube. Et on a essayé de répondre à des questions comme qui est le boxeur de l'année, quel est le combat de l'année, quel a été le KO le plus impressionnant de l'année. Et ça, c'est inspiré d'un magazine que je respecte énormément, le plus grand magazine de boxe, Ring. Chaque année, il désigne meilleur boxeur, meilleur entraîneur, la surprise de l'année. Et là, on va faire nos meilleurs, d'accord? C'est nous qui choisissons. Et à chaque fois, je vais donner le résultat du sondage et je vais vous donner aussi mon coup de cœur. En parlant de Ring, au moment où je tourne cette vidéo, ils ont révélé les nominés pour 3 catégories. Et je vous avoue que j'ai eu un peu peur. Dans la catégorie Histoire la plus inspirante, chose que je vous ai pas fait voter parce que j'avais pas spécialement envie de le faire et après ça fait des vidéos à rallonge, mais dans la catégorie Histoire la plus inspirante, ils ont nommé Kiko Martinez, Roman Gonzalez, Katie Taylor et Amanda Serrano. Bon, jusqu'ici tout va bien, mais là où j'ai commencé à tiquer, c'est quand j'ai lu la nomination des boxeurs ukrainiens. Tous les boxeurs ukrainiens. Là je me suis dit aïe aïe aïe, ça y est, on part dans le politique. Et j'ai commencé un petit peu à grincer des dents. En soi, c'est pas que l'idée me dérange, mais qu'est-ce que ça vient foutre ici? Encore, tu me racontes l'histoire d'un Ukrainien, histoire de rendre hommage aux boxeurs ukrainiens. Tu dis, bon voilà, on a nominé lui parce qu'il représente les boxeurs ukrainiens. Mais là, tu mets tous les boxeurs ukrainiens. Je me suis dit, ah, ça pue l'histoire politique. Mais finalement, j'ai été rassuré parce que les autres rubriques, surprise de l'année, performance de l'année, ils n'ont pas hésité à nominer le boxeur russe Dimitri Bivol. Donc je me suis dit, ça va. Bon, là, la balance est équilibrée, on va dire. Maintenant, on va voir, est-ce que Dimitri Bivol va être élu dans l'une de ces catégories, et notamment celle de boxeur de l'année. D'ailleurs, est-ce que vous avez voté pour Dimitri Bivol? Celui qui a remporté, à vos yeux, le titre de boxeur de l'année, c'est Alexander Usyk. Je peux comprendre que la confirmation de Usyk contre Anthony Joshua a marqué les esprits, ça restera un des grands moments de cette année, mais c'est vrai que objectivement, j'ai un peu du mal à lui accorder la première place, même si, s'il l'obtient, je ne serai pas complètement choqué. La deuxième position a été attribuée à Dimitri Bivol. Dimitri Bivol, bien entendu, avec sa superbe victoire contre Canelo, et suite à ça, la confirmation contre Zurdo Ramirez. C'est 2 défenses de titre pour Dimitri Bivol, mais quelle défense il a faite. Objectivement, je pense que c'est bien Bivol qui mérite d'obtenir le titre de boxeur de l'année. En 3e position, vous avez mis Naoya Inoue. Naoya Inoue qui cette année s'empare des 4 ceintures dans sa catégorie des poids coqs. Il a fait le ménage et de manière absolument convaincante en passant tout simplement 2 KO. Il va chercher la ceinture de Donner, il va chercher la ceinture de Paul Butler. Le mec, c'est le patron. En 4e position, nous avons l'Américain Jermell Charlo, qui obtient sa revanche contre Brian Castagno et qui va confirmer en faisant, selon moi, l'une des performances de l'année. Il méritait d'être mentionné dans ce top, et n'ayant pas pu trouver une 5e personne, après coup, c'est vrai que j'ai pensé à certains noms, comme notamment Devin Haney. Devin Haney, qui à 23 ans, va aller chercher toutes les ceintures en battant Kambosos. Par la suite, il confirmera avec un 2e combat. C'était quand même à noter. Même si pour moi, il ne mérite pas de passer devant les boxeurs qu'on a sélectionnés juste avant. Et je tenais quand même à parler de Jesse Rodriguez, qui à 22 ans, a fait 3 combats marquants cette année. Il deviendra champion du monde WBC dans la catégorie des super mouches, en battant un vétéran
Carlos Cuadras. Pour sa première défense de titre, il va mettre KO un nom de cette catégorie, Wisangsil Wangek. C'est encore une fois un des cadors de la catégorie qu'il va battre. Et il finira même l'année par une deuxième défense de titre victorieuse contre Israel Gonzalez. C'est quand même une année productive, chargée et qui méritait qu'on la mette en lumière. Est-ce que pour autant il mérite d'être devant les noms qu'on a dit précédemment? Ça se discute. Ça se discute. Pour moi, j'ai envie de le mettre dans le top, mais peut-être pas dans le top 3. Je pense que Usyk, Bivol et Inoue resteront les boss de cette catégorie. La catégorie boxeur de l'année. Mon coup de cœur ira à Naoya Inoue, même si je pense, encore une fois, objectivement que Dimitri Bivol, c'est difficile de lui retirer cette distinction. Pour moi, Inoue, ce qu'il réalise cette année, les poids coqs, quand même, c'est une sacrée catégorie. Le fait qu'il aille chercher toutes les ceintures, qu'il ait cette volonté d'unifier sa catégorie, le fait qu'il n'esquive rien ni personne, et surtout, cette volonté et ce savoir-faire d'aller constamment chercher à abréger un combat, et c'est ce qu'il a fait. 2 combats, 2 champions du monde, 2 KO. C'est extraordinaire, et pour moi, mon coup de cœur ira à Naoya Inoue. Passons à une catégorie un petit peu plus légère, le meilleur souvenir de l'année. Votre meilleur souvenir de l'année. C'est moi qui l'ai inventé, cette catégorie. Sans surprise, la première place est arrivée pour Usyk contre Joshua 2. Et là, je peux l'entendre. Clairement, je peux beaucoup plus l'entendre que Usyk qui devient boxeur de l'année avec un seul combat qui est une confirmation. Mais je peux comprendre que ce combat représentait des enjeux qui, pour beaucoup, étaient importants. Et je pense qu'on avait tous nos raisons d'être devant la télé à ce moment-là. On voulait voir si Joshua allait vraiment changer. Est-ce qu'il allait être meilleur? On voulait voir si Usyk était capable de revenir de la guerre tout en restant au top niveau. Il y avait des enjeux autour de ce combat-là. Et on a eu une confirmation que Usyk était trop bon pour Joshua. Ça ne veut pas dire que Joshua ne pourra pas revenir dans le game, mais pas contre Usyk. Donc, c'est vrai que c'est un souvenir marquant et je peux comprendre qu'il atteigne la première place. En deuxième position, c'est pas une surprise non plus, Bivol qui bat Canelo. Canelo, l'un des visages de la boxe, tout comme Anthony Joshua. Bivol n'était pas connu à ce moment-là, ça a été même pour beaucoup une surprise, donc je peux comprendre que c'est l'un de vos souvenirs les plus marquants. En troisième position, Naoya Inoue, comme quoi on retrouve quasiment le même podium, Naoya Inoue qui va battre par KO Nonito Donner. Alors qu'ils avaient fait le combat de l'année, un duel hyper palpitant lors de leur première rencontre, pour ce deuxième combat, on voit que tout simplement Naoya est beaucoup trop fort. Il a fait les ajustements nécessaires, il a encore progressé et il a complètement roulé sur Nonito Donner. C'est vrai que c'est un souvenir marquant de cette année. En quatrième position, nous retrouvons Jermell Charlo contre Brian Castagno. Ce deuxième combat qui se terminera par une victoire par KO de Jermell Charlo, c'était un combat qui était attendu, c'était une revanche. Pareil, le premier combat avait été très équilibré et se finit notamment sur un match nul. On voulait savoir qui des deux était le meilleur, qui repartirait avec toutes les ceintures, et ça a été Jermell Charlo. Même si pour moi, c'est plus dans les performances de l'année, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et enfin, le combat entre Gennady Golovkin et Ryota Murata. C'est pas un combat qui, sur le papier, excitait grand monde, c'est vrai. Moi, j'étais hyper hypé, parce que vous me connaissez, j'aime beaucoup l'école de boxe japonaise, je suis les boxeurs japonais, et puis Golovkin, c'est mon gars pour la vie. Donc, j'étais plutôt hypé par ce combat-là. En plus, 2 champions qui se rencontrent, un combat d'unification, tous les deux étaient absents depuis longtemps. Je pense que c'est pour ça que le public s'est peut-être un peu désintéressé de ce retour-là, parce que c'est 2 combattants qui s'étaient fait un peu oublier ces dernières années, mais ils nous ont donné un combat qui nous a tout simplement rafraîchi la mémoire sur qui étaient ces 2 gars. Et ça a laissé des souvenirs marquants. Je pense déjà à tous les deux, ils s'en souviendront de ce combat-là, et puis aux spectateurs, parce qu'on s'est régalé. Donc c'est normal que ce combat-là soit dans le top 5 des meilleurs souvenirs. Et d'ailleurs, mon coup de cœur ira à Golovkin, mais je risque de vous surprendre. Mais mon souvenir de Golovkin n'est pas son combat contre Murata, mais ça sera bien son combat contre Canelo Alvarez, la trilogie. Je vous en ai tellement parlé, je l'ai tellement attendu, j'ai tellement aimé les 2 premiers combats de Golovkin contre Canelo. Alors oui, ce 3e combat est plutôt décevant. Oui, beaucoup l'auront oublié quelques semaines après le combat. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a, je vous le rappelle, en vous en parlant en ce moment-là. Vous vous dites, ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu quand même ce 3e combat entre Golovkin et Canelo. Mais pour moi, c'est l'un des souvenirs marquants de mon année. Et je risque pas de l'oublier.
toute l'histoire qu'on a fait autour, on a fait des lives, on a parlé des trilogies, on a partagé un moment ensemble, et ça, moi, je peux pas l'oublier. C'est l'un de mes souvenirs marquants de cette année. Même si sur le ring, c'était pas extraordinaire, rappelez-vous quand même que Golovkin, il a 40 piges, donc il est en toute fin de carrière, et il a quand même donné une prestation, il n'est pas tombé, il a fini debout, ce combat-là. Et ça, je trouve que on ne devrait pas l'oublier. Passons maintenant au comeback de l'année. Donc, le retour le plus marquant de cette année selon vous. Ça peut être un retour après une défaite ou après une longue absence, bref, le retour qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Et celui qui est arrivé numéro 1, c'est Deontay Wilder, qui revient avec un superbe KO dès le premier round contre Helenius. Ah, la Team Cell, vous êtes toujours là. Et vous êtes même encore plus présent après cette deuxième défaite contre Tyson Fury. Ce combat de l'année qu'ils nous ont donné, c'est vrai que ça a renforcé ces supporters de Deontay Wilder. Alors pourquoi ce retour est si marquant? Deontay Wilder, c'est pas seulement le fait qu'il revienne avec un KO dès le premier round. Ça, c'est même pas vraiment une surprise. Oui, ça reste impressionnant. Oui, il nous fait toujours kiffer quand il fait ce genre de truc. Mais c'est pas une surprise. Wilder est un puncher, et même à 36 ans, on sait qu'il aura toujours cette magie de mettre n'importe qui KO sur un simple coup. Mais ce qui est marquant dans son retour, c'est qu'il revient après 2 terribles défaites. Il s'est fait massacrer, rouler dessus, il s'est fait prendre une leçon de boxe. Dans le premier combat, c'était une leçon de boxe, mais bon, il a obtenu le match nul. Dans le deuxième combat, il se fait fracasser physiquement, alors que c'était son point fort. Personne n'avait réussi à le briser physiquement, et c'était plutôt lui qui brisait à chaque fois ses adversaires. Là, il se fait complètement marché dessus, il ne peut pas exprimer sa boxe à un seul moment et il prend une leçon dans tous les termes. Il prend une leçon de vie, une leçon de boxe, une leçon de ce que tu veux. Et même après, lui-même il s'enterre en allant chercher des excuses à droite, à gauche, c'est mon coach, c'est ci, c'est ça, c'est les gants. Le mec, alors qu'il a touché le fond, il creuse. Franchement, il va nous faire un 3e combat extraordinaire, il va envoyer au tapis Tyson Fury, ils vont faire une guerre de saloon, les deux, c'était impressionnant. Mais c'était encore une défaite, et encore une défaite par KO de Deontay Wilder. Donc là, on peut se dire, waouh, mentalement, c'est dur. Physiquement, j'en parle même pas, mais mentalement, c'est dur. Comment revenir de ça? Le mec revient, et il nous montre qu'il peut encore mettre KO n'importe qui. Donc c'est vrai que c'est un retour hyper marquant, et je comprends que vous l'ayez élu numéro 1. Et c'est pas du tout parce que c'est un poids lourd. Non, ce n'est pas toujours les poids lourds qui gagnent dans les sondages. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Deuxième position, Vasily Lomachenko, 34 ans, qui fait son retour. Un combat un peu laborieux, mais c'est vrai que c'est un retour assez marquant cette année. On se demandait comment Loma allait revenir lui aussi de la guerre, en sachant que Loma, lui, ça avait été un peu plus compliqué de pouvoir retourner boxer, alors qu'ils avaient été plus conciliants envers Alexander Usyk. Voilà, ils avaient été plus arrangeants, les autorités ukrainiennes, alors que pour Loma, on savait pas trop. Lui voulait rester, mais bon, enfin bref, c'était laborieux, c'était compliqué, et on se demandait qu'est-ce que ça va donner ce retour de Lomachenko? Il n'a pas pris un boxeur, voilà, certes, c'est pas un champion, c'était pas un titre, mais c'était un bon boxeur qui lui a causé des difficultés, et donc c'est vrai que c'est un retour qui fait partie des retours les plus marquants de cette année. Pour moi, c'est pas le retour qui restera forcément dans les mémoires, il faudrait que Loma, il aille chercher un titre maintenant. Tu vois, s'il y avait eu un titre ou un petit truc en plus en jeu, je pense qu'on aurait été plus sensible à ce retour-là. En 3e position, vous avez voté pour Arsène Goulamirian. Arsène a 35 ans, il fait son retour après 3 longues années d'absence. Il a réussi malgré tout à conserver son titre de champion du monde. Il l'a défendu sur le ring contre un boxeur russe qui a été très très compliqué, qui s'est avéré bien meilleur boxeur que ce qu'on pouvait imaginer, qui a été dur physiquement et qui a donné une vraie guerre à Goulamirian. C'était un beau combat, appréciable. Bon, quand tu es supporter de Arsène, c'était aussi un petit peu flippant, mais voilà, c'est un retour marquant cette année et il fallait que Arsène remonte sur le ring, ce qui a été fait d'ailleurs dans un très bel événement français. En 4e position, Gennady Golovkin, qui à 40 ans fait son retour contre Ryota Murata. On en a parlé précédemment lors de son combat contre justement Murata, j'en ai parlé aussi dans son combat contre Canelo, mais c'est vrai que cette année, le retour de Golovkin, pour moi, il est marquant. 40 ans, revenir champion du monde, affronter un champion du monde, faire une unification de titre, et le gars a 40 piges. Faut pas négliger ça. Hein. C'est très impressionnant. J'avais mis dans les votes, même si je le regrette un petit peu, Terence Crawford. D'ailleurs, il est arrivé en dernière position. Terence Crawford, qui a 35 ans,
a signé un retour convaincant contre un challenger qu'on savait qu'il n'était pas de sa classe ni de son niveau, mais c'est surtout le fait qu'il s'était fait un peu oublier après, avec plus d'1 an d'absence du ring. Mais en y repensant, il y a 2 boxeurs qui auraient mérité sa place dans ce sondage, et je vais vous les présenter maintenant. D'un côté, Keith Thurman. Keith Thurman, pour moi, à 33 ans, il a fait un retour plus que convaincant. Son dernier combat, c'était contre Manny Pacquiao. Une défaite cuisante qui a marqué les esprits, et c'était en 2019, les gars. Franchement, ce combat-là, comme on était tous plus ou moins des pros Manny Pacquiao, on s'est réjouis, mais mettez-vous à la place de Thurman. Il s'est pris une défaite terrible, qui a fait le tour du monde. Tout le monde de la boxe n'a fait que de parler de ça. Et lui, il s'est fait petit, il s'est fait oublier pendant de longues années. Là, il fait son retour, il prend Barrios, alors c'est Barrios qui revient d'une défaite, donc qui n'est pas non plus un grand champion, voilà, j'aime bien Barrios, mais il ne restera pas dans les belles pages de la boxe. Mais quand même, tu fais un retour contre un boxeur en activité, jeune, tu vois, qui est là, qui est présent. Et quel retour il fait? Quel combat il fait? Non, bravo à lui, franchement, je pense qu'on ne l'attendait pas à ce niveau, tous on ne l'attendait pas à ce niveau. C'est une résurrection, c'est une véritable résurrection, et aujourd'hui pour moi c'est l'un des retours les plus marquants, et même objectivement peut-être le retour le plus marquant. Après, il n'a pas fait non plus une performance sur le ring, mais il revient de loin le gars, donc bravo à lui, il fallait le faire. Le dernier nom que clairement j'aurais pu citer dans les comebacks de l'année, c'est Errol Spence Jr. 32 ans, c'est jeune, mais il revient de loin. Il n'a pas boxé depuis à peu près 2 ans quand il fait son retour. Il reste sur des grandes interrogations. On sait qu'il a eu un problème, il a eu son accident. Puis suite à ça, il y a eu des problèmes au niveau de ses yeux. Il y a eu beaucoup de combats qui ont été annulés, voire reportés. Notamment Pacquiao, c'est lui qui devrait affronter Pacquiao alors que c'est Ugas qui va le prendre. Bon, c'est compliqué pour Spence. On ne sait pas trop où le situer finalement dans la catégorie. Il fait un retour contre Ugas. Donc lui, je vous rappelle qu'il est champion du monde, il détient 2 ceintures. Il va chercher une 3e ceinture, la WBA. La dernière qui reste à aller chercher, c'est celle de Terence Crawford. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais quelle performance il nous fait! Alors oui, il y a quand même un peu du manque de ring, il y a des petites erreurs bêtes. Il y a d'ailleurs cette erreur naïve qu'il fait où quand son protégeant tombe, il veut aller le récupérer alors que mais jamais tu fais ça. Et il se prend un coup assez terrible de Ugas. C'est la boxe, mon gars. Tu fais une erreur, tu payes cash. Mais bon, voilà, il y avait des petits manques de ring qu'on a pu ressentir, mais quelle performance il nous fait! Et puis, un combat d'unification, les enjeux sont énormes. Ça, il faut s'en rendre compte aussi. Quand tu as fait une longue absence, que tu reviens directement en défendant ton titre, en plus contre un champion, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et il a fait un combat, encore une fois, impeccable. Moi, ce qui me marque, et je vous l'ai souvent dit, chez ce boxeur, c'est son sang-froid. Il a un sang-froid exceptionnel. Donc voilà, bravo à Errol Spence qui pour moi mérite clairement d'être dans le top 3 des plus gros retours de cette année. Mon coup de cœur ira, et je pense que c'est pas une surprise pour vous si vous me connaissez bien, à Gennady Golovkin. Gennady Golovkin m'a fait tout simplement vibrer avec son retour contre Murata. J'avais peur pour lui, je me disais waouh, franchement c'est risqué. J'ai pété les plombs, j'ai revu le combat là en fin d'année, mais quel régal, c'est exceptionnel. Donc oui, mon coup de cœur ira à Golovkin. Mais bon, quand je vous dis que mon coup de cœur c'était Golovkin-Canelo, 3e combat, tu doutes bien que là, dans cette liste, évidemment que j'ai mis Golovkin. Ah, c'est un coup de cœur, les gars, c'est pas très objectif, c'est un coup de cœur. Passons à la rubrique suivante, le combat de l'année. Le combat de l'année que vous avez élu en première position, Golovkin contre Murata. Et franchement, je suis assez d'accord avec vous, bravo, franchement c'est un très beau combat, il y a de l'engagement, techniquement c'est propre mais c'est pas non plus exceptionnel, mais par contre, tous les deux, physiquement, cherchent à briser l'autre et ils cherchent toutes les solutions pour mettre au tapis leur adversaire. Murata, il commence à se faire dominer physiquement au fil des rounds, mais il a toujours ce facteur bras arrière qui est très impressionnant et on sent très bien que quand il l'envoie, ça pique. Ça finira par une victoire par KO de Gennady Golovkin, un combat assez exceptionnel et je peux comprendre qu'il soit dans les combats pour vous coup de cœur de cette année. En 2e position, Charlo contre Castaño. Je peux comprendre, c'était un beau combat, même si pour moi, il ne mérite pas d'être forcément dans les combats, en tout cas le combat de l'année. Mais c'est vrai que c'était une belle opposition, une opposition de style, il y avait de l'engagement. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est plus une performance de Charlo qu'un combat si équilibré que ça. En 3e position, vous avez mis Juan Francisco Estrada contre
Roman Chocolatito Gonzalez. Un combat que j'ai retrouvé absolument fabuleux, splendide, merveilleux. C'était de la grande boxe. Je me suis régalé, mais je ne le mettrai pas comme combat de l'année. Mais je suis content quand même qu'il ait obtenu pas mal de votes de votre part, en tout cas pour être en 3e position. Donc c'est assez sympa, voilà, c'est assez sympa qu'on le cite, et il méritait d'être cité. Maintenant, le combat qui arrive juste après, pour moi, mérite objectivement d'avoir la première place. C'est un combat féminin, Katie Taylor contre Amanda Serrano. Premier main event féminin au Madison Square Garden. Et elles en ont donné pour notre argent et pour ce moment historique. Elles ont donné un combat extraordinaire, fabuleux. Je vous invite à le revoir. Franchement, voilà, ça fait partie des combats que j'ai revus en fin d'année. Golovkin Murata, Estrada Chocolatito, Serrano Taylor, Bivol Canelo, même Usyk Joshua. Et franchement, quand j'ai revu tous ces combats, je peux vous dire que Usyk Joshua, il est bien fade à côté de tous ces noms que j'ai cités, parce que c'était des combats où il y avait tout pour nous régaler. C'était fabuleux et les filles, elles ont fait un grand combat, un très très grand combat, donc je tiens à les féliciter. Et objectivement, je pense qu'ils mériteraient cette année d'avoir la première place. Ensuite, un beau combat avec beaucoup de rebondissements. C'est souvent ça qui fait qu'on va élire un combat de l'année, c'est quand il y a des rebondissements, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui va au tapis, l'autre se relève, l'autre il repart au tapis, bref, ça va un peu dans tous les sens, il y a de la dramaturgie, ça on aime bien. Et ben c'est League Wood contre Michael Conlan. Super combat. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de rebondissements et je sais pas comment Wood il s'est remis dans le combat. Je sais pas comment il a survécu quand il va au tapis. Et puis le finish est tout simplement extraordinaire. Si tu l'as pas vu, je t'invite à le voir. Tu vas tout simplement te régaler. Et clairement, il mérite d'être nominé dans le combat de l'année. Même le KO de l'année, ça aurait pu être nominé aussi. Mais pour moi, il a plus sa place dans les combats de l'année. Les petits oubliés qu'on aurait pu rajouter à cette liste, mais bon, sur YouTube, je peux faire que 5 votes. On a bien entendu Sebastian Fundora contre Erickson Lubin. Alors pareil, c'est un super combat, ça va au tapis des deux côtés. Il y a des retournements de situation. C'est pas... En termes de boxe, c'est pas foufou. Tu vois, franchement, c'est pas extraordinaire. Pour moi, il n'a pas sa place devant les combats qu'on a pu citer avant. Bon, peut-être Charlo Castagno qui peut-être n'a pas vraiment sa place dans un combat de l'année, et comme je vous le disais, plutôt dans la performance de l'année de Charlo. Donc allez, peut-être qu'on aurait pu quand même le mettre dans ce top 5. C'est vrai, allez, je lui accorde. Et enfin, un combat japonais qui a été pas trop mal entre Kenshiro Teraji et Hiroto Kyoguchi. Voilà, c'était aussi un combat assez sympa à voir, même si voilà, c'est pas non plus un combat qui forcément mérite d'être dans le top 5 des combats de l'année, mais en tout cas, il méritait la petite mention. Alors, je vais vous donner mon coup de cœur de l'année. C'est un combat féminin, mais c'est pas le combat qu'on a cité là. C'est un autre combat. C'est un combat entre Ebanie Bridges et Shannon O'Connell. Ces deux filles se sont fait une guerre pas possible. Franchement, c'est assez impressionnant. Alors oui, c'est pas du même niveau que les combats qu'on a cités là, mais je tenais quand même à le mentionner et c'est mon coup de cœur. Voilà, tout simplement, c'est mon coup de cœur. Quand j'ai vu ce combat-là, j'étais bouche bée. Franchement, elles ont tout donné. C'était assez fou. Et ouais, franchement, elles ont fait une guerre assez impressionnante. Donc, je vous invite à voir ce combat-là. Il est disponible sur la plateforme à 4 lettres, la fameuse. Même, franchement, tu vas juste voir les highlights et déjà, tu vas te régaler. Passons à la rubrique suivante, la performance de l'année. La performance de l'année, donc, on va appeler ça, c'est ce qu'on dit souvent maintenant, c'est la masterclass. Quand il y a un boxeur qui vraiment domine l'autre, il fait une performance exceptionnelle. Même si c'est pas forcément une masterclass. Tu vois, un boxeur qui a fait un magnifique combat. Voilà. Pour moi, il fait une performance. Il peut être en difficulté, hein, mais il fait une performance, d'accord? Parce que masterclass, c'est vraiment quand tu domines de la tête et des épaules. Mais les performances de l'année. Il faut quand même qu'il remporte son combat. Hein. Donc, performance de l'année, bien évidemment, vous avez élu en numéro 1, Bivol versus Canelo. Je pouvais pas m'attendre à autre chose. Je pouvais pas m'attendre à autre chose parce que, l'ayant revu, c'est fou comment Bivol, il a pris ce combat au sérieux. Il vient, il prend le centre du ring, il le marque avec le bras avant. Il cherche vraiment à lui faire mal, il cherche à lui faire comprendre, hey, je suis pas là pour te regarder boxer comme ils ont fait tous avant. Moi, je vais te montrer que je suis le patron dans cette catégorie-là. Et tu vas rien faire, mon gars. Tu vas rien faire. C'est moi qui commande. Il s'est comporté en patron. Même en ayant un peu de vice, tu vois. En venant mettre la tête en dessous. Tu vois, il lui a rendu le combat difficile. Bon, il y a des accrochages, ça frappe un peu en bas. Et Canelo, il n'a pas l'habitude de ça. Canelo, normalement, on le respecte. C'est lui le roi.
C'est lui qui met l'argent sur la table. On lui fait pas des crasses comme ça. Et tu sais, limite, il est en train de regarder l'arbitre en mode « Oh, c'est moi le boss ou c'est pas moi le boss, là? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui ?» Mais Bivol, il n'est pas là pour jouer avec toi. Il n'était pas venu pour jouer à la boxe. Il n'était pas venu pour faire un selfie ou faire un autographe. Non, il était venu pour te taper. Et c'est pour ça que je trouve que, oui, il fait une superbe performance. Et puis même en boxe, quel régal, quel régal. En fait, il avait toutes les clés pour empêcher Canelo de faire sa boxe. Toutes les clés. La deuxième performance de l'année, et quelle performance, on en a parlé un petit peu avant, Naoya Inoue contre Nonito Donaire. Bon, clairement, c'est une performance qui est exceptionnelle parce que, je l'ai déjà dit plus tôt, je ne veux pas forcément me répéter, mais on a vu Naoya en fait progresser. On avait vu ce qu'il avait mis en difficulté contre Donaire. On s'était dit, voilà, Donaire, c'est le profil qui emmerde un peu Naoya Inoue. Et on se disait, bon, qu'est-ce que ça va donner le deuxième combat? Je pensais que Naoya allait progresser, vraiment. Mais alors là, et puis surtout que Donner, c'est pas comme si on l'avait enterré pendant ces quelques années. Il fait des performances, il va à nouveau chercher un titre de champion du monde. Donc Donner, on peut se dire, waouh, il est quand même sur une bonne lancée, il est en confiance, ça tape encore dur. Mais non, rien du tout, rien du tout. On n'aura même pas le temps de voir, ne serait-ce que l'ombre de Donner, parce que Naoya Inoue, il va trop vite. Il va trop vite, le gars. Il était à peine rentré sur le ring, Donner, qu'il avait déjà dégainé Naoya Inoue. Donc non, c'était impressionnant, c'était, performance de l'année, c'est presque une évidence. Hein. Une autre performance notable, que vous avez mis en troisième position, Shakur Stevenson contre Oscar Valdez. Clairement, c'est une grande performance. Oscar Valdez, c'est un boxeur qui cogne quand même. On sait que voilà, il fait mal, hein, il a de quoi taper dans les gants. En plus, c'est l'école Reynoso. Donc c'est vrai que l'école Reynoso, cette année 2022, elle a pris du plomb dans l'aile, hein, même plus que du plomb. Hein, franchement, elle ressort en boitant. Hein, elle arrive en 2023 en boitant, l'école Reynoso. Mais en tout cas, c'est une sacrée école de boxe. Et il ne peut rien faire en fait. Il n'a aucune solution, Valdez, contre Shakur Stevenson. Rien. Les rounds défilent et il n'a pas de solution. Il n'y a rien qui passe. Et c'est assez triste à voir. Et moi, j'étais assez même frustré de voir Oscar Valdez dans cet état-là. Donc oui, Shakur Stevenson qui fait une sacrée performance dans ce combat-là. Et on a bien sûr Errol Spence Jr. contre Yordenis Ugas. Je trouve qu'il a été exceptionnel, je vous l'ai déjà dit auparavant, je ne vais pas me répéter non plus. Voilà, performance de l'année, l'une des performances de l'année, il n'y a rien à dire. Et un petit dernier que je vous ai mis dans le sondage, qui pour moi méritait d'être aussi dans les nominés, c'est Arthur Beterbiev contre Joe Smith Jr. Crumbling again. Uppercut. Big uppercut. He is stumbling and... Pareil, il va chercher une nouvelle ceinture, donc il va s'emparer d'une troisième ceinture, hein, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Maintenant, Beterbiev a 3 ceintures et Bivol a la dernière ceinture dans la catégorie des mi-lourds. Pareil, il va complètement démolir Joe Smith Jr. Alors oui, Joe Smith Jr., il n'est pas de la trempe d'un Bivol, par exemple. C'est vrai. Tu vois, techniquement, c'est pas ça. Mais c'est quand même un beau gabarit, c'est un beau bébé. Enfin, il avait de quoi tenir le choc face à Arthur Beterbiev. Mais non, en fait. Tu te rends compte que non, c'est pas suffisant d'être une belle carcasse, d'être un beau gabarit. Non, c'est pas suffisant. Beterbiev, il va te démolir purement et simplement. Beterbiev, les gars. Beterbiev, il te casse ta gueule. C'est comme ça. Donc non, c'est une sacrée performance de Arthur Beterbiev qui, lui aussi, n'est plus tout jeune. Mon coup de cœur n'est pas sur cette liste. Mon coup de cœur ira à Juan Francisco Estrada. Et oui, pour moi, c'est Estrada qui a la performance de l'année. Peut-être que ça va en surprendre quelques-uns parce que c'était encore un combat qui a été un petit peu discuté, un résultat qui a été un peu contesté. Mais pour moi, ce que fait Estrada, juste tu regardes la boxe qu'il propose, la technique, la tactique, de ne pas vouloir retourner dans ce qu'il avait mis en difficulté lors des 2 premiers combats contre Chocolatito, moi je l'ai trouvé incroyable. Voilà, moi si il fait partie des mecs, je vais me poser devant, je vais regarder juste pour le regarder lui boxer. Voilà. Comme j'avais fait quand Tyson Fury il a battu Wilder lors du 2e combat, je me suis souvent remis le combat juste pour regarder comment Tyson Fury le boxe. Pareil pour Bivol contre Canelo. Pareil pour Usyk contre Joshua, le premier combat. Je regarde juste comment le mec boxe. Juste lui, en fait. Je l'observe, je dis, wow, mais le gars est trop fort. Pour moi, Estrada, c'est ça. C'est ça. Il a été exceptionnel. Donc, pour moi, la performance, c'est Estrada, même si je pense que ça va être beaucoup discuté, mon coup de cœur, parce qu'il n'a pas une nette victoire. Et je peux l'entendre. Donc, passons au KO de l'année. Ah, le KO de l'année, parce qu'on en a eu pas mal des beaux KO.
En numéro 1, vous avez mis le KO de Joe Joyce sur Joseph Parker. Last round and Joyce has responded. Oh, what a shot. He's gone. Left hand. Ce combat-là, j'aurais pu clairement le mettre dans les combats de l'année. Parce que Parker, il n'a jamais été aussi bon, aussi performant. Il n'a jamais autant tout tenté pour retourner la situation. D'ailleurs, il va déjà reboxer là dans peu de temps. Non, franchement, impressionnant. Et à la fin, Joe Joyce lui place un KO mémorable. Donc oui, qu'est-ce que j'aurais aimé être à ce combat-là? Franchement, qu'est-ce que j'aurais aimé être dans la salle? Les gars, ils ont dû se régaler à regarder ça. C'était impressionnant comme combat. Les coups résonnaient jusqu'ici en France. Hein. C'était impressionnant. Donc voilà, le KO de Joe Joyce contre Joseph Parker, pour moi, mérite clairement la première place. En deuxième position, le KO de Gervonta Davis contre Rolando Romero. Quel KO aussi. Alors certes, c'est pas le combat le plus spectaculaire à regarder parce que tous les deux cherchent justement l'ouverture et notamment Davis, en ayant revu le combat qui a été mis sur YouTube par les chaînes de télévision qui l'ont diffusé à l'époque, je me suis dit c'est vrai que Davis en fait, ce coup, il voulait le mettre. Il avait prévu qu'il y avait un espace et qu'il pouvait le placer et donc ce contre, il a attendu de pouvoir bien le placer. Et plusieurs fois, on voit qu'il le tente, tu vois, d'essayer de le choper dans le bon timing et le moment où il l'attrape... Ah mais c'est impardonnable, c'est quand le piège se claque là, oh là là, t'es sûr que t'es mort mon gars, t'es sûr que t'es mort. Donc voilà, c'est un KO très impressionnant, surtout avec voilà comment il tombe dans les cordes et tout. Wow, il y a un truc qui m'a rendu ouf quand je l'ai revu, c'est de voir le père de Romero qui est là dans les gradins et qui dit non mais renvoyez-le, faut pas l'arrêter. Mec, ton fils il s'est pris un KO, il est tombé dans les cordes comme un pantin à qui on a coupé les fils et t'es en train de dire renvoyez-le, mais tu veux quoi? Tu veux sa mort en vrai? Tu veux sa mort? Ton fils, il s'est fait éteindre, littéralement. Je veux bien que tu sois supporter, mais là, t'es plus con que supporter. Hein. Non, c'est abusé. Donc, non, vraiment un KO très, très impressionnant. Bon, ce qui manque à Gervonta Davis, clairement, c'est une grande affiche. Et c'est pour ça que j'ai une grande frustration arrivée en fin d'année de ce boxeur-là que j'apprécie beaucoup. Le KO, peut-être le plus mémorable, Caleb Plant qui met KO Anthony Dirrell. Et qui après fait sa célébration où il l'enterre. Mais clairement, sans parler de la célébration, vraiment, même s'il n'y avait pas eu cette célébration derrière, le KO, il est impressionnant. Il est vraiment bien amené. J'aime bien quand c'est un KO qui est bien amené, tu vois. Il y a un truc, tu vois, il va chercher en bas, et hop, il remonte. Et quand il remonte, le gars, il s'attend pas parce que, comme il a, tu sais, ce truc, tu as un réflexe, tu vois le gars qui est en bas, donc tu vas plutôt te concentrer sur le bas de ton corps. Il remonte dans un geste super fluide, c'est un beau KO vraiment, puis il tombe net. Donc voilà, c'est un KO qui est super impressionnant, donc clairement, il méritait d'être mentionné. Et ouais, il aurait pu être votre numéro 1, c'est même assez étonnant, parce que je sais qu'il a fait beaucoup de bruit ce KO-là, et c'est assez étonnant qu'il n'ait pas obtenu la totalité des votes. KO suivant, en 4e position, le KO de Christian Mbili contre Najib Mohammedi. Pareil, c'est un super KO. Et puis là, pareil, c'est aussi, il y a une façon de le célébrer avec Mbili qui enjambe Mohammedi. Waouh, c'était super marquant. Alors, je pense que ce KO-là a eu très peu de votes parce que il a été très mal exploité par les télés canadiennes. Hein. Si je me trompe pas, c'est une chaîne de télé canadienne qui a diffusé le combat. Et en fait, on n'a eu aucune image. C'était très compliqué d'aller retrouver des images. Donc voilà, petit clin d'œil à Dato Boxing qui a réussi à capter l'image et la mettre sur sa chaîne YouTube. Mais en vrai, on a eu très peu d'images de ce combat-là et de ce KO-là. Et c'est dommage, c'est vraiment une connerie de la part des promoteurs de Mbili d'avoir pas utilisé justement cette image parce que je pense qu'il aurait pu être mentionné dans les KO de l'année et même l'obtenir si derrière il avait été bien diffusé, le KO. Parce qu'il pour moi, il est même encore plus impressionnant que le KO de Dirrell. Il est vraiment marquant ce KO-là. Mais t'as beau faire un beau KO, si personne le voit, si personne en entend parler, tu ne seras pas nominé en fin d'année. Il faut que les gens s'en souviennent. Et pour que les gens s'en souviennent, il faut le diffuser. Bref, dernier KO que j'ai mis, c'est plus pour sa petite histoire qui est assez dramatique. Le KO de David Morrell contre Eidos Erbosinouli. C'est un KO qui n'est pas hyper impressionnant, mais comme on sait que derrière, le boxeur s'est retrouvé, il a été dans le coma. Donc voilà, ça a été assez grave pour lui par la suite. Donc c'est un KO qui est hyper marquant. Puis il y a cette image où Morrell, il raccompagne le boxeur dans le coin, tu vois, il célèbre.
Et tout de suite, il va le chercher, il l'aide, tu vois, il l'aide à retourner dans son coin. Et donc c'est un KO où il y a toute une historique autour qui est assez touchant. Et puis quand tu sais que derrière, il y a des conséquences pour la santé qui sont graves, parce que c'est vrai que voilà, on célèbre le KO de l'année, donc on est là en train de dire ouais, c'est le plus beau KO, c'est le meilleur. Mais un KO, c'est aussi quelqu'un où sa santé est en jeu. C'est la boxe, ça fait partie du jeu, malheureusement, des enjeux de la boxe, hein, on le sait. Mais c'était aussi un petit rappel de se dire, bon, bah attention, on va quand même, on célèbre les KO, mais célébrons aussi la bonne santé des boxeurs qui l'ont pris, et c'est aussi très très important. Voilà, c'est pourquoi je l'ai mis là. Mon coup de cœur ira, c'est pas une surprise, mais à Joe Joyce. Voilà, à Joe Joyce, parce que, voilà, moi j'ai fait cette vidéo sur Joe Joyce en fin d'année, parce que j'avais envie de lui rendre un hommage, et pour moi, son parcours, et ce KO-là, est clairement à l'image de tout un parcours où le mec n'a pas lâché. Et là encore, il tombe sur un très bon Joseph Parker qui lui a donné beaucoup de mal, qui l'a très bien boxé. Mais rien à faire. Ce gars-là, c'est une machine, c'est une terreur du ring. Et il obtient un KO impressionnant. Et puis lui aussi, sa manière de les célébrer est assez marrante. Il y a un peu comme un... Ouais, en fait, ouais, voilà, bah, je l'ai mis KO. Et après, tu vois, j'ai toujours ce sentiment-là, tu vois. Boum, je l'ai mis KO. Et maintenant, à qui le tour? C'est comme s'il pouvait enchaîner avec tout de suite un autre combat. C'est un peu le sentiment qu'il me donne quand il met KO un mec. Bref, passons à la catégorie la surprise de l'année. La surprise de l'année, c'était pas simple. Franchement, c'était pas simple. Je savais vraiment pas quoi vous proposer. Au final, j'ai quand même réussi à faire plus ou moins un sondage. Sans surprise, la place numéro 1 est revenue à Martin Bacolé, qui a battu Tony Yoka. Même si pour moi, ça ne fait pas partie des surprises de l'année, parce que tous les deux étaient, si tu regardes le classement, l'affiche et que tu connais un peu la boxe, ils étaient sensiblement au même niveau, tu vois. Donc c'est pas en soi une grande surprise. Ça peut être une déception, ça peut être une performance, mais une surprise, pas tant que ça, tu vois. Mais bon, en tout cas, vous l'avez lu numéro 1 dans les surprises de l'année. Numéro 2, et là je trouve que ça fait plus de sens, c'est Hector Garcia qui bat Chris Colbert. Là pour moi ça fait vraiment du sens parce que Chris Colbert c'est l'un des petits espoirs de la boxe, notamment boxe new-yorkaise et donc américaine. Et donc ils étaient en train de monter sa carrière, tu vois, bien comme il faut. Et là il tombe sur un Garcia, qui n'était pas là pour rigoler. Franchement, et ben, on va voir, hein, ce week-end d'ailleurs il va boxer Davis, Gervonta Davis, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, pour moi, je pense que la surprise de l'année, en toute logique, devrait lui revenir. Surtout que derrière, il fait une belle année parce qu'il va chercher même un petit titre par la suite dans sa catégorie. Donc non, franchement, Hector Garcia, impressionnant ce qu'il nous fait cette année, et notamment avec cette victoire, et une très très belle victoire. J'ai pu le revoir parce que je crois que le combat est aussi disponible en entier sur YouTube. Hein. Si je vous dis pas de bêtises, en général, je revois tous les combats sur YouTube, alors soit de manière... un peu des combats volés, piratés, ou alors c'est les chaînes officielles qui mettent le combat. Bref, une autre surprise, et peut-être que c'est l'une de mes surprises en tout cas, bah c'est Jay Opetaia qui a battu Meris Briedis. Alors c'est une surprise pour moi parce que je connaissais pas Opetaia, tu vois, je n'en avais jamais entendu parler. J'entends qu'il a battu Briedis, je me dis oh putain, mais qui c'est ce mec, tu vois, qui l'a battu? Et quand je suis allé voir le combat, j'ai compris. J'ai dit ok, le mec non, il boxe très très bien. Donc moi, ça m'a surpris, mais c'est plus dans le sens où je connaissais pas le mec. Mais clairement, ça fait partie des surprises marquantes de l'année et il méritait d'être dans ce top 5. Vraiment, cette année, j'ai eu du mal à décerner une surprise comme ça, tu vois. C'est vraiment compliqué pour moi. J'avais du mal en fin d'année à me dire, bon, bah c'est quoi la surprise de l'année? En général, on a toujours des évidences, mais là, c'était compliqué. La dernière, et qui arrivait du coup en dernière position du sondage, je pense que parce que c'est pas des noms très connus, c'est Jermenia Nakatila, qui a battu Miguel Berchelt. Miguel Berchelt, je vous rappelle qu'il était resté sur un très gros KO qu'il avait pris contre Oscar Valdez. Alors bon, peut-être aussi que la surprise est moins grande parce que Berchelt, suite à cette défaite, il n'est pas dans une super période. Donc voilà, on se dit bon, il a essuyé des défaites, il est un peu devenu has-been quelque part. Donc c'est vrai que cette victoire-là n'a pas fait un grand bruit, mais en vrai quand même c'est quelque chose. En vrai c'est quand même quelque chose ce qu'il a fait, d'aller taper Berchelt, il fallait le faire. Donc bravo à lui, c'est un boxeur qui était complètement dans l'ombre et qui grâce à cette victoire, bah, aujourd'hui on parle de lui. Donc ça fait quand même partie des petites surprises de l'année. Donc maintenant, il faut que je décerne mon coup de cœur. Alors mon coup de cœur, j'avais dit au rigolant à Vincent, bah, c'est Cuba qui autorise la boxe professionnelle. Donc voilà, bah, je vais garder ça pour rigoler. La surprise de l'année pour moi, c'est Cuba qui autorise la boxe professionnelle parce que c'est quand même un truc marquant. On s'attendait pas à ça de Cuba et là, je pense qu'on a tous été un peu pris de court.
ok, bah Cuba autorise la boxe pro maintenant, donc il va y avoir les boxeurs cubains n'auront plus à fuir leur pays pour pouvoir passer pro. C'était un peu le gros truc, hein. À chaque fois que je vous racontais des histoires sur certains boxeurs cubains, donc voilà, bah, telle année, il a fui son pays pour pouvoir commencer une carrière pro, et bah cette fois-ci, maintenant, les boxeurs cubains sont autorisés à devenir professionnels. Bon, ça se construit doucement, donc ça n'a pas fait grand bruit cette année, parce que je pense qu'il leur faut un petit peu de temps pour arriver à s'y faire, hein. Ils ont toujours été dans l'école de la boxe olympique. Maintenant, il faut qu'ils passent à un système boxe professionnel. On sait que c'est deux disciplines totalement différentes, deux manières de fonctionner complètement différentes, hein. Et c'est pas si simple. On voit par exemple avec la France où on galère à avoir un système de boxeurs pro où ça fonctionne, hein. C'est même plutôt la merde, il faut le dire. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ma petite surprise de l'année. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai mon partenaire Glory qui organise des stages de boxe à Cuba toute l'année, donc n'hésitez pas à le contacter, je mets dans toutes mes vidéos le lien, il y a différents liens pour pouvoir lui envoyer un message si vous cherchez à aller pratiquer la boxe à Cuba. C'est exceptionnel, moi je l'ai fait, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, et peut-être que je vais y retourner cette année, là 2023, franchement c'est exceptionnel. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y être ensemble, hein, et voilà, ça vaut le coup de le faire. Si t'aimes la boxe, t'es un pratiquant, gars, il faut faire ça au moins une fois dans ta vie. Allez, j'enchaîne. La déception de l'année. La déception de l'année, j'ai mis un post. J'ai même pas fait de sondage. J'ai dit franchement, voilà, on sait tous que la déception de l'année, c'est Errol Spence qui n'a pas affronté Terence Crawford. Ou Terence Crawford qui n'a pas affronté Errol Spence. On s'en fout de l'ordre. C'est clairement la grosse déception de cette année 2022. Surtout que on nous avait rabâché les oreilles en disant que c'est bon, il y a des accords, ça va se faire, c'est cette année, ça arrivera en fin d'année, pas de souci. Voilà, ça y est, ils sont enfin libres tous les deux, ils pourront le faire. Eh ben non, ce combat-là ne s'est pas fait. C'est une déception qui, voilà, c'est un peu à l'image de notre année 2022. Ce combat qui se fait pas, eh ben du coup l'année 2022, malgré que finalement il y a eu des belles choses, hein, on en parle aujourd'hui, eh ben on reste sur une note de frustration extrême qui est clairement bien représentée par ce combat qui ne s'est pas fait. Donc j'espère qu'on l'aura en 2023, j'espère toujours parce que voilà, je suis un grand rêveur, mais ça commence à être fatigant, ça commence à être vraiment fatigant. Mon coup de cœur du coup, je vais essayer de trouver quand même autre chose, parce que là finalement cette rubrique elle a été assez rapide. Du coup moi, mon coup de cœur, du coup mon coup de cœur brisé, ça a été Cuba qui autorise les femmes à boxer. Voilà, c'est ma déception de l'année. Voilà, je vois pas pourquoi on autoriserait les femmes à boxer. Je déconne, ça va. On peut plus faire des blagues misogynes en 2023, mais où va-t-on? Non, je déconne les gars. C'est pas grave, on est quasiment que des mecs à regarder. On fait des blagues entre nous. J'espère que vos copines ne sont pas passées à ce moment-là devant la vidéo. Sinon, pardonnez-moi mesdames, c'est une blague. Le mec trop content de sa blague. Non. Je vais vous surprendre, les gars. J'aime bien vous surprendre. J'aime bien vous prendre à contre-pied, tu vois. Ma déception de l'année, c'est Jake Paul. Ah, vous dites, mais qu'est-ce que tu nous racontes, JC? C'est quoi? Jake Paul, oui, il nous a tous déçus, Jake Paul. Mais c'est pas de la déception, c'est du dégoût. C'est du dégoût qu'on a vers Jake Paul. Non, ma déception, c'est quoi? C'est que cette année, on a clairement compris que Jake Paul ne prendra jamais la voie de la boxe, mais plus la voie du sport-spectacle. Parce que y a plein de fédérations qui se sont développées, notamment en Angleterre, des trucs qui ont explosé et tout, avec carrément des galas de sport-spectacle, tu vois, de boxe-spectacle, qui est un juste milieu entre le catch et la boxe. Et Jake Paul, quand il prend Anderson Silva, on se dit, bon, vas-y, c'est la dernière un petit peu star, vieille star du MMA qui prend, on va voir ce que ça donne et tout. Et par la suite, là, ils ont annoncé, je crois, le prochain combat qui est contre un mec, pareil, sur les réseaux, qui fait du buzz et tout. Et en fait, quand j'ai vu que le combat contre Tommy Fury, il s'est pas fait, que le combat contre l'autre, là, Asim Rahman Jr., il s'est pas fait, tout ça, bon, il y a des raisons qui ont fait que ça s'est pas fait. Je pense que même lui, il a vu que dans la boxe, c'est compliqué. Les boxeurs, ils sont durs à gérer. Il s'est dit, en fait, ils me cassent la tête, ils sont pas sérieux. Je pense qu'il y a ça c'est réel. Mais il y a aussi le truc que il a compris ses limites. Et donc, il ira pas vers des vrais boxeurs. Même des boxeurs de seconde zone, hein, c'est pas grave. Moi, j'aurais aimé voir ça. Franchement, j'aurais préféré voir ça, qu'ils prennent des stars, tu vois, comme même Anderson Silva. Moi, je préfère qu'il aille chercher un boxeur de seconde zone parce que c'est plus intéressant à voir. Parce que Anderson Silva, malgré tout la mort... Putain. C'est un lapsus très, très révélateur. Malgré tout l'amour que certains lui portent, il est plus près de la mort que de son prime. Je voulais pas faire ce jeu de mots-là.
Je suis désolé, mais du coup, là, je me suis tendu une perche moi-même. Donc, je l'ai saisi. Mais je voulais pas faire ce jeu de mots. Là, il est dégueulasse. Non, voilà, il faut que j'arrête. Là, je dérape. Là, je dérape. Non, c'est un retraité. Donc, on pouvait pas s'attendre à grand-chose. Et pourtant, la leçon de boxe qu'il lui donne, oh, les gars, il lui a montré ce que c'était la boxe. Après, bon, ben, mec, Jake Paul, il est jeune. Il est sûrement dopé comme un cheval. Voilà, au bout d'un moment, tu peux pas tenir jusqu'au bout. Obligé d'aller prendre le coup de trop. Mais en boxe, Silva, il m'a régalé. Il lui a montré ce que c'était la boxe. Et Jake Paul, il était assez débordé. Hein. C'était assez impressionnant comme il était à la ramasse, quoi. Jake Paul, il a une boxe très mécanique, tu vois. Voilà ce qu'il apprend à la salle et basta. Il n'a pas le truc en plus. Et en fait, ma déception, elle est là. Moi, je vous ai souvent dit, moi, Jake Paul, il a beau me dégoûter, je veux voir jusqu'où ça va aller. Ça m'intéresse, de voir jusqu'où ça va aller, ce truc. Et j'aurais aimé le voir passer par des combats, des combats d'une certaine manière équilibrés. Qu'il les remporté, perdu, c'est pas ça, mais je voulais voir comment il allait se débrouiller. Parce que j'aime analyser la boxe, c'est ça que je kiffe, j'aime analyser la boxe. Quand il fait ses combats pour le show, il n'y a pas grand-chose à analyser, tu vois, parce que c'est biaisé d'avance, tu vois. Qu'il perde ou qu'il gagne, c'est biaisé d'avance. Alors que s'il fait un combat, voilà, où vraiment il prend un boxeur de seconde zone, mais du coup il se confronte à un mec plus ou moins de sa taille, on va dire, là c'est intéressant, parce qu'on peut voir ce que ça va donner. On peut voir quels vont être les avantages du boxeur, du mec qui est dans le circuit boxe, les avantages du mec qui a tout pour réussir. Voilà, le petit prince qui a tout pour réussir. Et là, c'est pertinent. Et ma déception, c'est ça, c'est que je me suis dit, bon, bah finalement, il va quitter le circuit boxe et il va aller que dans le truc spectacle. Et ma déception est d'autant plus grande que ça veut dire que ça va continuer à grandir, ces conneries. Et ça va prendre beaucoup de place dans le monde de la boxe. Beaucoup, beaucoup de place. Donc ça c'est ma déception. Voilà, j'étais un peu long pour l'expliquer, mais je pense que ça méritait explication. Ensuite, on va enchaîner assez rapidement, parce que cette fois-ci, il n'y aura plus forcément de sondage. Je vais juste vous donner ça de manière assez rapide. La révélation de l'année. La révélation de l'année, j'ai désigné Jesse Rodriguez. Pour moi, Jesse Rodriguez, il fait une année exceptionnelle. On l'a cité comme possiblement l'un des combattants de l'année, mais moi, je le mettrais plutôt dans la révélation de l'année, parce que ce qu'il fait cette année, à seulement 22 ans, c'est assez exceptionnel. Très très peu de boxeurs ont une année aussi productive que lui. Très peu de champions ont une année aussi productive que lui. Donc franchement, moi, il m'a épaté, ce Jesse Rodriguez, et je vais le suivre avec beaucoup de plaisir. Surtout que c'est une école de boxe que j'aime bien. C'est l'école des Garcia, Robert Garcia, Mickey Garcia, voilà, toute cette école-là. J'aime beaucoup cette école de boxe avec Ortiz Junior, tout ça. Vergil Ortiz Junior. J'aime bien parce que c'est une boxe qui est quand même assez académique, assez simple, c'est une boxe en ligne, mais où ils ont assimilé au style mexicain. C'est-à-dire que c'est une boxe qui est très offensive, qui est variée, où on n'hésite pas à aller un petit peu prendre des risques, aller un peu au contact, aller au charbon, quitte à prendre des coups. Et ça, moi, j'apprécie. C'est une boxe il y a de l'audace, en fait, dans cette boxe. C'est une belle boxe et il y a de l'audace. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Alors, il faut avoir confiance en son menton, hein, quand tu as cette boxe-là. Mais voilà, il nous donne du combat. Et c'est ça qu'on aime. Alors qu'on est dans un temps où la boxe devient de plus en plus léchée, tactique, technique, à distance, tu vois, on va plutôt éviter le contact. Et c'est ça qui prend le pas, tu vois, la boxe à la Devin Haney, hein, c'est clairement lui qui la représente dans son paroxysme, c'est Devin Haney. Et moi, ça me saoule un peu, tu vois. Ça m'énerve. En fait, je suis là devant ma télé, il me manque ce côté chaud, tu vois. Alors, je demande pas du show à la Deontay Wilder, non. Mais que moi, avec cette école de boxe, en fait, j'ai tout qui est réuni. J'ai de la belle boxe. C'est-à-dire que je me dis, waouh, putain, là, ce qu'il a fait, c'est propre et tout. Regardez les pivots qu'il fait, les décalages des pivots, ils sont superbes. Tu vois, quand il rentre et boum, il sort. Il est super. Et puis, il y a de l'engagement. Des fois, il prend des coups. Je dis, oh, putain, là, il s'est fait toucher. Mais parce qu'il y va, en fait. La boxe, c'est une prise de risque. Et moi, ça, j'apprécie plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est clairement ma révélation de cette année. Et une petite mention honorable quand même à Jamaine Ortiz qui a affronté Lomachenko. Et moi, je ne m'attendais pas à avoir un boxeur de ce niveau-là. Pareil, il m'a plu, il est bien sur les jambes. Ça m'a fait penser même un peu à la boxe cubaine, tu vois. Voilà, ce style un peu toucher, sortir, bien en mouvement, à se déplacer. Voilà, une boxe en souplesse. Oh, tu vois, rien que de me rappeler, je suis en train de bouger les épaules, bouger les hanches sur mon canapé. J'aime beaucoup ça. Donc, il fait partie des révélations. Enfin, c'est une mention dans les révélations de l'année. Et j'espère qu'il va revenir rapidement et qu'il va faire des beaux combats et qu'il aura une chance pour un titre prochainement.
Jamie Ortiz contre Gervonta Davis, pourquoi pas? Moi, je demande à voir c'est le genre de combat que j'aimerais voir. Donc mon coup de cœur, c'est Jesse Rodriguez, je vous l'ai dit, donc voilà, j'englobe dans le même truc. L'espoir de l'année. Alors l'espoir de l'année, là j'aurais l'espoir, objectivement, qui est l'espoir de l'année, et mon coup de cœur. L'espoir de l'année, je pense que on va être tous d'accord, c'est Jared Anderson, qui a 23 ans. Là, il explose aux yeux du monde, ça fait déjà, on va dire, 2 ans qu'on parle de lui. Mais là, il explose. Pour moi, il me fait beaucoup penser à Daniel Dubois. Au début, Daniel Dubois, on n'arrêtait pas de dire « Waouh, il est impressionnant, il met tout le monde KO ». Mais moi, ce qui me plaît avec Jared Anderson, c'est justement ce style qu'il a sur le ring. Il est plaisant à regarder boxer, et puis il arrache des têtes. Donc clairement, l'avenir des lourds, je pense qu'on peut mettre un petit billet sur Jared Anderson. Voilà, il est très très prometteur le garçon, et puis 23 ans chez les poids lourds, tu sais que c'est rien du tout. Là, pendant encore 3 ans, ils vont le faire monter le Gus. T'inquiète pas, hein. Ils vont pas le cramer tout de suite. Donc, très très impressionnant le Jared Anderson. J'aimerais bien maintenant le voir contre la première génération, mais ceux qui sont un peu vieillissants, tu vois. J'aimerais bien le voir contre certains boxeurs de cette trempe-là, voir ce que ça donne. Et mon coup de cœur ira à Xander Zayas. Xander Zayas, il a 20 ans, arrivé en cette fin d'année. Moi, je le découvre en début d'année, lors de mon stage de boxe à New York. Voilà, ça me permet de refaire une petite pub pour un de mes partenaires, Boxing Culture. Donc Fred Julan, qui est un boxeur pro qui vit à New York et qui organise des stages de boxe anglaise à New York. La ville de la boxe, les gars. Franchement, c'est pareil, il faut le faire une fois dans ta vie, mec, choisis. C'est New York, Cuba, les deux, mais il faut le faire. Il faut faire ça, parce que c'est extraordinaire. Oh, moi, je te fais pas des pubs pour des VPN ou des jeux mobiles. Non, mes partenaires, c'est de la boxe, les gars. Mais que demander de mieux? Que demander de mieux? Que demande le peuple? Donc franchement, alors, je sais que bien sûr que c'est un prix, mais waouh, mais qu'est-ce que ça vaut le coup de le faire? Et donc, on va au Madison Square Garden pour une soirée boxe, et je découvre Xander, et oh là là, déjà Xander, il a un nom, on dirait, c'est un jeu vidéo, tu choisis le personnage. Je prends Xander, impressionnant. Non, et franchement, je vois un gamin, et je vois une maturité sur le ring. Donc maintenant, il faut voir, parce que ils sont jeunes, ils évoluent dans des catégories où le niveau est très relevé. On va voir. Mais c'est des espoirs. Voilà. Un espoir, c'est on a un petit espoir sur eux. Ça demande confirmation. Voilà. On verra bien dans les années à venir. Mais ils sont à surveiller. Je vais finir cette vidéo, qui a été assez longue, mais je me suis régalé à la faire. Je vais finir sur l'événement de l'année. Alors, j'avais pas prévu de le faire. Et finalement, en préparant la vidéo, je me suis dit non, quand même, il faut que je désigne l'événement de l'année. Bon, c'est mon coup de cœur. Je pense que plein de personnes désigneront d'autres événements cette année. Mais pour moi, l'événement de l'année, il va à une soirée 100% féminine, avec en tête d'affiche un co-main event entre Claressa Shield. Donc le premier event, c'était Claressa Shield contre Savannah Marshall. Et le deuxième event, c'était Mikaela Mayer contre Alicia Baumgardner. Et pourquoi j'ai choisi cet événement? Parce que déjà, il était réussi. Voilà, une soirée 100% féminine. Et je me suis régalé devant cette soirée. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Et puis, les filles nous donnent ce que les gars ne nous donnent plus. Les meilleurs qui s'affrontent. Voilà, là, dans cette soirée, le common event, les deux events, c'est les meilleurs qui s'affrontent. Oh les gars, des deux combats là, on avait 7 ceintures. 7 ceintures. Il y en avait 4 qui ont été remportées par Claressa Shield, qui remporte du coup les 4 ceintures de la catégorie des poids moyens, et 3 ceintures remportées par Alicia Baumgardner, qui devient championne donc de 3 ceintures chez les super plumes. Ben les gars, est-ce que t'as des soirées avec des mecs qui nous donnent ça? Non, tout simplement. Les mecs, ils ont perdu leur boule. Voilà. Et les filles, elles nous donnent des soirées de ouf. C'est une réalité. Maintenant, il faut leur rendre hommage. Pour moi, 2022, et c'est pour ça que je tenais à finir cette vidéo par ça, c'est une année réussie pour la boxe féminine, qui nous ont donné des grands combats, des beaux événements. On a des vraies stars de la boxe féminine. Maintenant, elles allient bien le côté engagement et technique. On se régale. Alors bien sûr, les filles n'ont pas le même facteur punch que les garçons. Tu regardes un sport un peu différent.
Tu vois, c'est la même discipline, mais c'est quand même un sport un peu différent. Mais franchement, les filles en 2022, c'est exceptionnel. Et cette soirée, et d'ailleurs, Alicia Baumgartner, son prochain combat, elle va tenter de chercher la dernière ceinture, parce que cette fois-ci, il y aura bien les 4 ceintures en jeu, et ce sera contre une Française. Donc il y aura en jeu la ceinture WBC, c'est la seule qui lui manque, avec notre chère Française, Hélène Mekhaled, qui sera donc sur le ring face à Alicia Baumgartner. C'est un combat énorme pour elle, hein. Je suis content parce que la roue a enfin tourné pour elle, et j'espère qu'elle va la déchirer, et j'y crois. Mais voilà, en fait, je reviens juste sur cet événement de boxe féminine en Angleterre. Voilà, c'était une régalade, c'était une soirée réussie, et pour moi, c'est la soirée la plus marquante, l'événement le plus réussi de cette année. Quant à un common event avec autant de ceintures en jeu, dites-moi quand les gars ils nous ont donné ça. Quand? Et souvent, quand on a des combats d'unification totale, c'est pas forcément oufissime, tu vois. C'est voilà. Et là, c'était les 2 combats, c'est des tueries. Les 2 combats, Shield contre Marshall, c'était un super combat, opposition de style superbe, et Mayer contre Baumgartner, super combat aussi. Bon, moi j'avais une petite préférence pour Mayer à la fin. Voilà, j'étais pro Marshall contre Shield, mais rien à dire, Shield elle a remporté le combat, rien à dire. Mais Mayer, Baumgartner, j'avais du mal à choisir entre les deux. Tu vois, j'aimais bien les deux. Tu vois, elles ont leur charme toutes les deux. Voilà, elles ont leur charme. Mais j'avais pas une préférence. Et à la fin du combat, moi j'étais plutôt pour Mayer. Hein. J'aurais plutôt mis ma bille du côté de Mayer. Bon voilà, après, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, soirée réussie, super soirée de boxe. Et pour moi, clairement, c'est l'événement de l'année. L'année 2022, l'événement, c'est ça. Sur ce, les amis, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2023. Accrochez-vous, allez, on a des bonnes résolutions cette année. On va tout déchirer ensemble. On est la communauté boxe anglaise. On va pas se laisser faire par le MMA, d'accord? On vous emmerde, les fans de MMA. Je rigole. Les mecs, ils craquent complet. Non, je rigole. Moi, j'aime tous les. On est tous des cousins, tu vois. Tous les sports de combat, on est des frères, on est des cousins. C'est la famille. Donc, on se serre les coudes. Puis comme ça, si jamais un jour j'ai envie de parler de MMA, j'ai pas craché dessus. On veut des sous-sous dans la popoche, hein. Allez, c'est bon, j'arrête mes conneries, les gars. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour au minimum 2 € par mois. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait des dons sur Utip le mois dernier. Voilà, je vais mettre la liste des noms ici. J'étais pas allé sur mon Utip et je suis allé là au début janvier. Donc merci, je crois qu'il y a 8-9 personnes. Ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'il y a eu des petits dons parce que ça m'aide énormément dans mon travail. Et puis bien sûr, merci à ceux qui sont engagés en devenant des super disciples de la boxe et donc qui tous les mois me font un petit don. Voilà, davantage merci à vous parce que vous m'accordez une petite sécurité chaque mois qui n'est pas négligeable. Donc merci beaucoup à vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Restez forts, les gars.